Cette année, je vais en récolter, quoi. Enfin, on y croit. Et putain, il se met à faire des orages, à flotter, ça croûte, ça pousse pas, ça respire plus. La pomme de terre, elle se met à pourrir et il y a une pomme de terre qui sort tous les 3 mètres. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Un champ de panique, donc un champ de mauvaises herbes qui vient compenser le défaut de mon travail. Et à la fin, on ramasse une patate tous les 2 mètres qui a fait 3-4 patates et des fois même moins de patates que ce que j'ai planté, quoi, avec de la graine plein la culotte. Enfin, j'ai vécu ça. À la même parcelle, j'ai vécu cet historique-là, quoi. Et je vois maintenant, au fur et à mesure que mon sol devient vivant, que la structure se met en place, l'exigence technique est beaucoup moins importante. On a l'impression que l'exigence technique est la conséquence d'une dégradation du milieu. Il faut une très forte assistance à la plante de la part du praticien, de l'agriculteur, parce qu'en fait, le milieu de lui-même ne peut pas porter la plante elle-même. Donc il faut qu'on élabore des techniques très sophistiquées, des butages, des binages, des produits chimiques qui vont, de l'irrigation. Et plus le milieu devient vivant, en fait, et plus l'exigence technique est moins importante. Plus les choses se font facilement. Ça ne se fait pas tout seul, mais se font facilement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une pratique fine, mais c'est plus de la technique pure et dure, où il faut un outil compliqué, une gestion phénologique pointue pour amener l'azote quand on a la 3e feuille, machin, bidule, ou je ne sais trop quoi on est obligé de faire quand on est en conventionnel, quoi, qui demande beaucoup de technicité. Alors que là, dans un système comme ça, je pose la patate. En 2013, il est tombé de l'eau, mais de l'eau, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il est tombé de l'eau comme jamais il est tombé. J'ai eu une gelée le 25. Là, une partie était gelée, quoi. Elles ont gelé 2 fois d'ailleurs, une fois au 5 mai et une fois au 25 mai, quoi. Que je me suis, au début, je n'avais pas vu la gelée, moi, je m'étais levé trop tard, quoi. Non, pas quand même, mais bon. Et du coup, je me suis dit, oh putain, l'engrais vert, il est en train de me pourrir les patates, parce qu'elles noircissaient, quoi. Et en fait, elles avaient chopé un pet de gel, quoi. Donc j'étais inquiet, je croyais que la patate était en train de pourrir, moi, là-dessous, parce que c'était trempé. Ce qui se passe, on ne peut pas dire que ce soit vraiment trempé. C'est très très mouillé, mais c'est pas trempé. Parce qu'en fait, l'eau circule. J'ai des collègues, moi, cette année, les patates, mais ils ont pourri toutes les patates dans le sol. Moi, elles étaient dans l'engrais vert à l'ombre, il n'y en a pas une qui a pourri. Parce qu'il y a un tel tissu racinaire, comme on a vu précédemment, là, ces fabuleuses graminées qui ont une faculté de faire des milliers de racines, en fait. Elles entouraient la patate, plus ou moins avec ses racines. Du coup, la goutte d'eau, quand elle arrivait, elle pénétrait de suite en profondeur, l'humidité restait, mais elle ne baignait pas dans l'eau, quoi. Donc j'ai pourri aucune patate, quoi. Et le mildiou, j'en ai quasiment pas eu. J'ai eu du mildiou, mais très très tard. D'ailleurs, il y a un groupe qui est passé là avec une prof. J'avais un stagiaire, elle est passée avec ses élèves. Et elle m'a dit, t'as traité et tout. Je lui ai dit, ben non, j'ai même plus la pompe à traiter, quoi. Donc, et puis j'aime pas trop ça, traiter, quoi. J'ai dit, non, j'ai pas foutu de cuivre ni rien, j'ai rien fait, quoi. Elle me dit, ah, j'ai dit, ouais, peut-être que cette année, il n'y a pas beaucoup de mildiou. Elle m'a dit, dans les autres fermes, il y avait pas mal de mildiou. Donc je pense qu'il y a une santé qui se développe aussi. On- ouais, rentrer dans le détail, enfin, j'ai pas cette capacité. Je pense qu'on peut rentrer dans les détails, mais ce que l'on peut observer, c'est que en fait, c'est une agriculture qui est fondée vachement. C'est une agriculture du vivant, donc qui est fondée sur le vivant, quoi. Et le vivant, c'est pas que de la raison, le vivant. Le vivant, c'est tout, quoi. C'est je pleure, j'ai les boules, je gueule, je suis joyeux, quand j'ai envie d'arrêter, je veux recommencer, j'observe, je suis content. Et c'est tout ça qui habite la personne et qui, à un moment donné, avec l'expérience, quand on est maraîcher depuis longtemps, on est étalonné quand même. Je veux dire, si on est maraîcher, enfin, n'importe quel métier qu'on fait depuis longtemps, on a ce qu'on appelle l'expérience. On a connu tellement d'échecs ou de réussites qu'on voit les choses. Et moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au fur et à mesure que mon jardin prend de la cohésion, devient cohérent, je pense qu'on peut utiliser le mot de résilience. Il est capable de vivre dans un contexte traumatique, puisque ce contexte traumatique, il est là, et c'est un peu la réalité du monde actuel, quoi. Beaucoup de choses ont été cassées, brisées par notre ignorance, et on a un climat qui est agressif. On a des polluants qui sont omniprésents autour de nous, même si on ne les mesure plus.
Et du coup, le jardin s'exprime dans un lieu ultra traumatique, traumatisant. Et quand il acquiert une forme de santé, par l'activité du vivant, quoi, une forme de cohérence qui devient complexe par le nombre d'éléments qui le composent, en fait, il a cette capacité résiliente. Il absorbe le traumatisme, il le prend dans la gueule, mais il n'en meurt pas. Il continue à avancer. Alors qu'un système de monoculture où le sol a été laminé, détruit, une année comme l'année dernière, et qui est une année très traumatique, en fait, je vois autour de moi les maraîchers, ils ont eu énormément de problèmes, quoi, qu'ils n'avaient pas eu forcément précédemment, quoi. Des pourritures, des baisses de rendement, des maladies, enfin, une véritable catastrophe. Que là, en fait, ben, les traumatismes, ils étaient les mêmes. Hein. Je suis pas. En plus, moi, c'est déjà un endroit traumatisé à la base. C'est nord-ouest, en bas-fond, à 400 mètres d'altitude, avec un ruisseau qui passe là en bas et une rivière. Donc j'ai tous les courants d'air froid qui viennent là et j'ai pas de lumière. Du coup, une année froide, je la prends à la gueule encore plus que les autres, quoi. Et ben j'étais surpris de la réponse des plantes, quoi. Vraiment surpris, agréablement surpris, parce que j'ai un tempérament, on va dire, qui a vachement de foi. Enfin, je veux dire, je crois facilement aux choses, je m'y donne à fond, mais je sais faire à la mesure du rêve et de la réalité. Souvent, on a envie de croire à des choses, mais en fait, dans la réalité, ça fonctionne pas, quoi. Et du coup, moi, j'ai envie de croire à ce que la vie est plus forte que tout. Et bien là, je me rends compte qu'en fait, par l'expérience, c'est vrai, ouais. J'ai l'impression que c'est vrai, quoi. La vie a une force, une énergie qui est phénoménale, et le caractère traumatique de notre époque n'est pas forcément si alarmant que ça, si on a une réponse agricole qui soit à la hauteur du génie du vivant, quoi. Et ça dépend que de chacun d'entre nous dans son espace, de faire confiance à la vie et de mettre en place des choses qui soient plus harmonieuses, de tendre plus vers la beauté et d'oublier ce sacré scène de l'utilité, de l'utilitaire, du rendement, de la rentabilité, du profit, qui, à mon avis, oriente notre force créatrice vers des impasses, qui, pour le coup, font qu'on est plus rentable, parce qu'on dépense tellement pour pouvoir gagner de l'argent qu'au bout du compte, le système n'est pas rentable, quoi, et ça sera de pire en pire. Hein. Enfin, je l'espère pas, mais j'en ai peur, quoi. Voilà, donc là, c'est pour montrer un peu la gestion. Donc là, c'était la gestion plutôt avec les plantes. Donc c'est une partie que j'essaie de faire avec l'activité biologique. Et après, c'est la gestion de l'herbe avec les paillages. Donc les paillages plastiques. Donc la photo précédente, c'était une culture de tomates totalement en fin, donc qui était au bout du rouleau. On doit être au mois d'octobre. Donc on est sous serre. Sous serre, je ne peux pas faire d'engrais vert à cause de la rentabilité. Parce que la serre, elle produit un maximum. Chez moi, j'ai 2500 mètres carrés de serre. Je livre 50 semaines les paniers. Et je fais 50 semaines de marché aussi. Donc il me faut du légume toute l'année. Du coup, les serres, elles ne chôment pas, elles ne dorment pas. Et les engrais verts, en fait, font que je me décale vachement dans la saison. Ouais. Je mets en culture très tard. Et donc il faut que très tôt dans les serres, j'ai des cultures pour pouvoir continuer à alimenter les paniers au mois d'avril, mai, juin. Puis après juillet, j'enclenche. Puisque mes cultures de plein champ, elles vont être entamées en fait vraiment en juin, quoi. Je vais commencer à attaquer le plein champ. Donc on est super tard. Donc pareil, culture de tomates, donc une partie sur grille, l'autre partie tutorée et les gourmands qui ont repoussé, quoi. Donc tutorée avec de la cisale, toujours pareil, pour pas être emmerdé à sortir les ficelles. Je coupe tout en haut. Donc la culture de tomate était sur la même bâche là, qui est perforée, c'est la bâche d'ensilage, donc c'est la moins chère, qui est assez résistante dans le temps, du 200 microns. Et elle est perforée tous les 30 cm en tous sens, en quinconce. Donc toujours pour avoir une densité maraîchère la plus optimale, qui s'adapte à le plus de cultures possible. Donc perforée, je me suis fait, je ne sais plus comment on appelle ça, un truc perforé, quoi. Donc c'est un carré en ferraille un peu lourd, avec en forme de T soudé. Un emporte-pièce, voilà. Un emporte-pièce, voilà, un emporte-pièce. À la Welsh, voilà, à l'arrache, quoi. Un morceau de ferraille qui traîne à la grange, le poste à souder, les bardeuses, et voilà, c'est parti. Et,
Et du coup, bon, c'est du boulot au début pour perforer, hein, forcément, mais c'est des bâches qui durent, je sais pas moi, il y en a que ça fait 7-8 ans que je les ai et je m'en sers encore. Donc c'est ça, je sais plus, c'est 100 euros pour 350 mètres carrés, quoi. C'est jouable. Du coup, je balance tout sur le sol, absolument tout. C'est un peu de boulot parce qu'il faut que je sorte la bâche et que je rebalance tout dessous. Je rebalance à l'intérieur, donc en engrais, je remets donc du patin kali et du tourteau de ricin à l'intérieur. Donc les dosages, je sais pas, j'en mets. On est à l'automne. Par-dessus, je redéroule un round-balleur de foin. Par-dessus tout ça, à nouveau, donc du vieux foin. Ça doit être à peu près un round-balleur pour 250 mètres carrés. Grosso modo, un peu plus d'un round-balleur. Une fois que j'ai fait ça, je remets la bâche par-dessus pour remettre mes cultures d'hiver en place. Vas-y, la suivante. Et donc voilà, là on voit, bon là c'est au printemps d'après. Avant il y a eu certainement avant il y a eu certainement une salade. Une salade avant ça ou un mélange de plantes d'hiver, de l'épinard. Donc là on est la culture d'après. C'est pour montrer, donc je replante la culture d'après, je relève pas la bâche puisque ce sont des cultures d'hiver, c'était des cultures qui laissent peu de résidus. J'ai nourri assez mon sol pour tenir l'année, donc je relève pas la bâche, je replante. Donc là, on est dans une autre serre. J'ai les tomates, la salade, les choux, le chou chinois, le fenouil, enfin, je mets plein de cultures. Je remplis tous les trous, je les remplis d'une motte pour avoir le plus de cultures possible. Ma culture principale, ça sera la tomate. Mes cultures intercalaires, donc en premier la salade, après les choux et les épinards. Je vois qu'il y a même de l'épinard là. Et ce qui me permet de continuer à faire les paniers. Ça permet d'avoir un tissu racinaire, comme montrait Michel, qui exploite le plus possible le sol et qui rouvre le sol. Vas-y, suivant. Donc là, c'est une autre, je pense que c'est une autre serre. Donc là, on est sans paillage plastique, c'est avec de l'aubergine, c'est le même principe. Là, c'est la culture qui a continué à pousser, certainement la culture d'avant, quoi. Vas-y, continue. Voilà, là, c'est juste pour montrer que, en fait, maintenant, j'essaie progressivement. Là, c'est cette année, là, c'est maintenant. J'essaie de commencer à faire des essais sans la bâche d'ensilage, parce que je vois que la pression des mauvaises herbes a vachement diminué. Donc mon objectif, c'est d'arriver à utiliser le moins possible la bâche d'ensilage. J'espère que c'est une phase transitoire. Je verrai si j'arriverai à le gérer. Et donc là, on voit en fait, on voit le foin qui a été posé sur une tomate à l'automne avec l'engrais organique. Là, j'ai de l'échalote à l'intérieur, parce que chez moi, je ne peux même pas la faire, l'échalote. Il fait trop froid en hiver. Et du coup, en fait, je ne suis pas passé à la main. Donc on voit à l'endroit où il y a le paillage plastique, à l'endroit où je n'ai pas mis le paillage plastique, et là on peut se dire que pour l'instant, en fait, le paillage plastique n'était pas forcément nécessaire, puisque les seules mauvaises herbes qui ont poussé, c'est le petit pois de l'année dernière, qui est arrivé en mauvaise herbe. Là, derrière, je vais mettre un haricot à rame, maintenant, là, dans 15 jours. Du coup, je peux faire l'échalote et l'haricot à rame, et je ne perds pas de place. Semer directement dans l'échalote. Vas-y, continue. Donc maintenant, je bascule sur autre chose. Je suis en train d'introduire des arbres fruitiers à l'intérieur du jardin pour faire de l'agroforesterie. Maintenant, je pense que je commence à capter un peu comment fonctionne le sol. J'arrive à peu près à gérer la gestion de l'herbe et la fertilité. Je vois que c'est en route d'aggradation. Et maintenant, je me dis qu'en fait, on peut intervenir aussi sur la qualité de l'air. Et qu'un des phénomènes qui joue à la qualité de l'air, c'est sa composition. Et pour que sa composition soit optimale, il faut éviter que le vent balaye tout le champ, pour que les gaz puissent s'accumuler. Donc un peu comme notre pull, ce qui fait qu'on a chaud, c'est parce qu'en fait de l'air est prisonnier à l'intérieur des fibres, et du coup la température peut augmenter, quoi. Et je pense qu'en maillant avec des arbres à l'intérieur du jardin, puisque moi mon défaut c'est le froid, je vais peut-être réussir à coincer les gaz à l'intérieur et à faire qu'il y ait moins de flux de température. Donc ce sont des fruitières qui sont faites avec du nanisant pour éviter que les racines contaminent, enfin que les racines viennent me pourrir les cultures. Les cultures à l'heure d'aujourd'hui sont le plus près possible pour essayer de former la racine et qu'elle descende en profondeur. Donc les poireaux touchent l'arbre. Ils sont plantés à 1,20 m, mélangés, donc poiriers, nachis, cognaciers et pommiers. Entre les arbres, il y a des petits fruits, donc il y a cassis, groseille, vigne, qui vont être poussés dessus.
Ils sont plantés tous les 7 mètres et orientés nord-sud pour optimiser la répartition de la lumière. Ça tombe bien, chez moi, le vent dominant, c'est le vent d'ouest. Donc ça le fait bien. Vas-y, continue. Voilà, donc là, c'est pour montrer un peu les rangées de pommiers. Enfin, ça, c'est le mélange. Donc, c'est des scions d'un an. Là, ils ont été plantés au mois d'avril et c'était au mois de novembre, quoi. Au mois de novembre, c'est naissant, quoi. C'est une idée naissante. Vas-y, continue. Là, pareil, on reste dans le même truc pour voir un peu. Il n'y a rien à dire de particulier. Donc là, on voit les poireaux qui touchent carrément la culture. À ce qui paraît que ça permet de former les racines. Moi, ça me va bien puisque je ne veux pas perdre de place. Donc si en plus de les former, je ne perds pas de place, tout va bien, quoi. Vas-y, continue. Ouais, là, c'est un peu du réplica. Ouais. Voilà. Voilà, vue d'en haut. Donc voilà. Là, c'est pour basculer sur l'autre idée, c'est-à-dire que les arbres fruitiers, ça a un coût, quand même. Si on veut taper sur des variétés en bio et compagnie, on va se retrouver avec des arbres qui vont nous coûter entre 15 et 30 euros. À 1,20 m, là, rien que cette parcelle, pour couvrir 1000, un peu plus, presque 1500 m², j'étais à 120 arbres. Si on les chope des pépinières plus industrielles, on est à 4 euros, 3-4 euros l'arbre. C'est le cas de la parcelle là-bas où j'avais acheté des arbres. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait dans le coin où on a fait une pépinière collective. Donc, on a acheté des porte-greffes. On a collecté du greffo à gogo. Donc là, il y a 80 variétés de pommiers ou 90 variétés de pommiers. Il y a 30 variétés de poiriers, 27 ou 30 variétés de cerisiers et de pruniers. Il y a du nachi. Et du coup, là, il y a 2000 arbres dans ce petit coin qu'on a greffé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, on a à peu près une dizaine à s'être regroupés. Il y a des gens qui en ont comme moi 800, il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 400, il y en a qui en ont 200. C'est une journée conviviale dans laquelle on crée du lien. Donc on revient à cette idée de l'agriculture vivante où on ne peut pas exister tout seul. J'ai fini, ouais. Et du coup, et voilà, donc la pépinière. Là, ici, là, c'est la plantation de la pépinière l'année dernière. Là, les arbres ici, on voit là. Donc la parcelle est en train de gagner. Et je pense que l'année prochaine, j'aurai couvert tout le jardin à moindre coût, quoi, parce que sinon, c'est des projets hyper coûteux, quoi. Surtout s'il faut que je les pète à la tronçonneuse dans 10 ans, parce que ça me bouffe toute la lumière et qu'il n'y a rien qui pousse. Je vais être un peu vénère, quoi, d'avoir immobilisé le peu d'argent que j'avais. Voilà, vas-y, continue, je me souviens plus qu'après. Voilà, donc là, après, c'était pour revenir à l'idée qu'en fait, un jardin, c'est pas que les zones utilitaires qui sont à mettre en valeur, c'est tout l'espace qu'on doit mettre en valeur. Ici, c'est en bout de serre, donc c'est un endroit qui était toujours gavé de flotte, que j'ai transformé en zone d'eau. Puisque je ne travaille plus le sol, je rentre plus dans le tracteur, je fais plus d'aller-retour. En fait, pour semer, je rentre en marche arrière par en haut. Et donc, je me suis fait une mare en bord de champ qui accueille ces fameux êtres vivants qui sont métamorphes et qui passent par plein de stades, quoi, qui peuvent passer même par la stade de flotte et qui vont assister mon jardin et je l'espère me permettre d'être plus libéré du souci de la maladie, de la mort et tout le reste. J'espère. Voilà. Donc je pense que voilà, il me semble que je suis au bout. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc autre chose que je voulais dire, pour arriver à l'équilibre d'un jardin, il ne faut pas oublier son équilibre à soi. Je pense que le jardin est comme un cursus de sa réalité intérieure. Si on arrive à s'équilibrer intérieurement, à trouver une forme d'assise en soi, on est beaucoup plus attentif au monde extérieur et du coup on est beaucoup plus objectif. Et de là viennent des idées qui sont plus en adéquation avec la réalité du lieu et pas avec la tempête qu'on a à l'intérieur de soi. Donc l'équilibre intérieur est important à cultiver autant que l'équilibre de son jardin, quoi, à mon sens. Très bien, je vous remercie.